Les Baladeurs, une série audio Les Others. Des balades, des aventures, des mésaventures en pleine nature. Prêt pour le départ? Prêt? C'est parti. Entre ciel et mer se dessine la ligne éthérée de l'horizon, ce point sans matière vers lequel filent les navires tendant vers d'autres terres, de l'autre côté de l'océan. Éric Loiseau, sur le pont de ses navires, n'a jamais cessé de fixer le point le plus au loin de la surface visible de la mer et de s'y projeter, avec la force du vent à bloc dans les voiles, contre les tempêtes et les accidents. Coûte que coûte, le but est de rejoindre l'horizon, de dépasser l'insaisissable ligne pour découvrir de l'autre côté le rivage et atteindre les premiers l'arrivée de la course large. Je pense que ma première expérience de bateau, je dois avoir 6 ou 7 ans, et c'était dans le port de Port-Salle, où habitent mes parents. Un endroit très compliqué à naviguer. J'étais parti avec mon cousin. Je crois que c'était pendant les vacances de Pâques, il faisait un froid de gueux. Et cette première navigation a été une ouverture pour moi vers le bateau. C'est qu'après, je fais que du bateau pendant une grosse partie de ma vie. J'ai navigué seul très jeune. Et après, je me suis fait repérer par des skippers de bateau qui m'ont engagé pour courir. Donc j'ai couru très jeune, toutes les courses anglaises. Et puis pour finir, je me suis retrouvé à faire mon service militaire. J'ai été appelé au bataillon de Joinville. Là, je suis passé 1 an sur Penduc 6 avec Tabarly, puisqu'il avait la possibilité de faire venir à bord, de choisir des équipiers, de choisir 4 équipiers du contingent, à condition qu'on soit au bataillon de Joinville. Donc c'est comme ça que je suis arrivé sur Penduc. J'ai une grosse histoire d'amitié avec Éric Tabarly, et donc j'ai passé finalement 4 ans à bord. À cette époque-là, il n'y avait pas tant de courses que maintenant. Dans les Tours du Monde, il y avait finalement une seule course dans l'équipage du Tour du Monde qui s'appelait la Whitbread, qui était une course en 4 étapes. Éric Tabarly avait fait la première étape avec Penduc 6, c'était en 73. Et donc il y avait une autre session qui avait lieu en 77, et je m'étais mis dans la tête qu'il fallait que je cours cette course comme skipper. Donc je cherchais un bateau, j'avais déjà une idée d'équipage. Et pour finir, Tabarly m'a proposé de me prêter son meilleur bateau de course, enfin le bateau qu'il préférait parce que c'est celui qu'il avait conçu quelques années auparavant, qui s'appelait Penduc 3. Il m'avait dit, écoute Eric, si tu veux faire la Whitbread dans 2 ans, à ce moment-là, moi je peux te prêter mon bateau Penduc 3 et tu verras, c'est un bateau formidable pour faire cette course-là, etc., etc. C'était un bateau qui datait de 67, qui avait 10 ans. On l'avait complètement remodelé selon ce qu'on voulait faire. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que Tabarly m'avait laissé faire ce que je voulais, changer les aménagements intérieurs, on avait allégé le bateau, changé le plan de pont, on a fait tout ce qu'on voulait. Et je suis parti donc avec ce bateau pour cette course Tour du Monde qui était en 77. J'avais 25 ans. Je me suis construit un équipage autour de tous les marins amis que j'avais côtoyés pendant ces dernières années de navigation. Et j'ai fait un jeune équipage, on était très jeunes, on devait avoir 22 ou 23 ans de moyenne d'âge, ce qui était très rare à ce moment-là, et à un point d'ailleurs que les Anglais, au départ de la course à Portsmouth, ont fait passer une pétition pour qu'on ne puisse pas partir parce qu'on était soi-disant trop jeunes. Et surtout, ce qui les ennuyait beaucoup, c'est que le bateau, c'est l'ancien Penduc 3, et ce bateau les avait humiliés pendant des années sur toutes les mers du monde, donc ça les ennuyait beaucoup que ce soit un jeune équipier sans expérience, a priori, avec un jeune équipage sur un bateau qui appartenait à Tabarly. Donc c'est une grande histoire. Et finalement, on est quand même parti. Donc les étapes, c'était Portsmouth-Capton, ensuite Capton-Auckland en Nouvelle-Zélande, Auckland-Rio de Janeiro, et Rio de Janeiro, Portsmouth. Je me souviens très bien du départ, on a pris un excellent départ, il pleuvait, il tombait des cordes, comme souvent en Angleterre, on était à la fin du mois d'août. Et finalement, on a la première bouée du parcours, donc peut-être 1 heure après le départ, on était en tête, donc ça c'était déjà très très bien. Et ensuite, on a marché correctement, on avait un petit problème avec le bateau, on ne comprenait pas pourquoi. Là, on avait une tendance dès qu'on accélérait, dès qu'on allait très vite, le bateau avait tendance à partir sur la gauche, on ne savait pas trop pourquoi, c'était dur à la barre, c'était un peu inquiétant. Ce bateau était un bateau très rapide lorsque les vents soufflent de l'arrière, donc je m'étais dit que c'était le bateau idéal. Sur les 2 étapes du sud, où normalement les vents sont toujours des vents d'ouest,
Et pour moi, la première étape, c'était un peu sauver les meubles, essayer de bien me classer. Ça devait faire 6000 milles, grosso modo. On a mis 30 jours à peu près pour faire la première étape. Donc moi, j'étais dans le skipper du bateau. J'avais un navigateur et puis mes équipiers. On était 7 à bord. J'avais calqué la vie du bateau sur les repas. Je vois très bien ce que Tabarly avait mis en route, sur ce qui se passait avec Penwick. Donc j'ai beaucoup copié de choses que j'avais appris avec Eric. Donc là, en particulier, en fait, on avait de toute façon un repas le soir, un dîner. Ensuite, un petit déjeuner le matin et un déjeuner à midi. Et on calquait l'écart par rapport à ça. C'est vraiment important parce que quand les équipiers montent sur le pont, il faut qu'ils soient en pleine forme, qu'ils puissent vraiment barrer le bateau correctement. On n'avait pas de pilote automatique sur les bateaux à cette époque-là, donc du coup on va vraiment très vite. Lorsque la mer est difficile, il faut vraiment piloter par rapport aux vagues, par rapport aux différentes, etc. Le barreur, c'est quelqu'un de très important, donc pour barrer correctement un bateau, il faut être en pleine forme. Et je pense que là, on avait bien fait les choses, c'était une de nos forces, et je pense que l'équipe, on était en forme, quoi, je veux dire, on n'était pas épuisés. Les bateaux étaient plus lents à cette époque-là, donc on restait longtemps en mer. Une étape normalement de la Windbread, ça dure 30 jours. Ça durait 30 jours, ce qui est aussi assez long, c'est presque un mois de navigation. Maintenant, c'est un peu différent. Maintenant, on fait un tour du monde en 40 jours. La vraie différence du bateau, d'ailleurs, par rapport à la montagne, par rapport aux expéditions, dans une expédition en Himalaya, par exemple, on peut vraiment à un certain moment sortir du groupe. Typiquement à l'Everest, on avait chacun une tente individuelle lorsqu'on est au camp de base. Si on veut sortir du groupe, on peut le faire. En bateau, c'est impossible. Je m'étais dit, il faut d'abord que l'équipage soit compétent, mais d'un autre côté, je m'étais attaché à prendre des gens que je connaissais bien, avec lesquels j'avais déjà navigué, avec lesquels je m'entendais bien, qui étaient aptes à me supporter. Puis aussi la convivialité, je dirais, des gens qui s'entendent bien. En tant que skipper, il faut se faire respecter. Pour se faire respecter, il faut être exemplaire. Enfin, exemplaire. Il faut toujours donner l'exemple. C'est ce que j'avais appris avec Eric. J'étais très surpris de la manière dont naviguait Tabarly, parce que les autres skippers avec qui j'avais navigué précédemment étaient un peu différents. Eric était toujours là au moment difficile. C'est-à-dire qu'en fait, il était toujours là. Et on savait qu'on pouvait vraiment compter sur lui, quoi qu'il arrive. Toutes les choses difficiles, il les faisait, il participait à tout. Il faisait la vaisselle, il faisait les fonds, etc. Je trouvais que ça d'être exemplaire pour un skipper, c'est important. J'ai toujours essayé de faire comme lui, ce qui n'est pas forcément évident, parce que lorsqu'on part du principe qu'on va être sur le pont pour toutes les manœuvres du bateau, ça en fait beaucoup quelquefois, et du coup on dort moins que les autres, c'est plus dur. Mais au moins comme ça, l'équipage te respecte et tu peux les emmener très loin. Quand la mer était dure, etc., je passais mon temps, je relayais le barreur, c'est-à-dire qu'en fait je passais beaucoup de temps à la barre, pour qu'il se repose un peu et pour montrer que moi aussi je prenais ma part dans les moments qui n'étaient pas forcément évidents, où le bateau était dangereux, ou, enfin, etc., quoi. Malgré tout, on finit 3e à Cape Town. À Cape Town, on sort le bateau de l'eau, on part de Cape Town. Donc là, vraiment, en se disant, c'est une étape qu'il faut gagner. On prend la tête de la course de mauvais temps. Il y avait une première dépression, une première tempête. Et dans cette première tempête, au bout de 3 jours, on était en tête de la course. Et là, on casse notre gouvernail. À ce moment-là, j'étais à l'intérieur du bateau, le barreur barrait le bateau évidemment, et puis d'un coup, le bateau est parti en vrac. Il est parti complètement de travers. Le barreur a hurlé en disant le gouvernail est cassé, le gouvernail est cassé. Ensuite, le bateau s'est couché, et on a fallu qu'on appelle toutes les voiles. On a un gouvernail de secours. Donc là, on a réfléchi, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Là, il nous restait pratiquement 7000 milles à parcourir, donc tout l'océan Indien pour aller jusqu'à Auckland. On avait fait simplement 3 jours de mer. Et on s'est dit qu'il fallait trouver une solution. On ne pouvait pas continuer comme ça avec un gouvernail de secours, mais qui était vraiment très léger, inadapté pour aller jusqu'à Auckland. Donc on a fait demi-tour. En fait, l'histoire, c'est qu'on avait changé de gouvernail. Tabarly m'avait dit, bon, dans tout ce que tu peux changer sur le bateau, il y a quand même quelque chose qui est important. C'est peut-être de changer le gouvernail parce qu'il est d'origine. Donc en fait, on avait fait un gouvernail neuf. Et c'est ce gouvernail qui, pour finir, avait été mal fait, qui entraînait le fait que le bateau allait de travers. Et donc, on a fait revenir l'ancien gouvernail qu'on avait laissé au chantier à Lorient. Donc, c'est mon ex-femme qui a amené le gouvernail en avion jusqu'à Port-Elizabeth. Une sorte d'exploit, quand même. C'est un gouvernail comme ça, c'est quand une grosse pièce, c'est une mèche en acier, ça pèse un âne mort. Quand on est arrivé à Port-Elizabeth, le gouvernail était sur le quai, on l'a mis en place et on est reparti. On a dû rester même pas 12 heures à terre, le temps de changer, de sortir le bateau, de mettre le gouvernail et de repartir.
Quand on revient en arrière en Afrique du Sud, Port-Elizabeth, c'est côté est, sur la côte est, côté d'Urban, donc ça nous a fait beaucoup de route en plus. Donc on repart, on avait pratiquement une semaine de retard. On était en queue de la course, on rattrapait un peu tout le monde. On s'est ramassé une énorme dépression qui était une queue de cyclone qui venait de Madagascar, qui s'était creusée en plus. On a eu 120 nœuds de vent, enfin des choses complètement incroyables. Personne n'avait vécu ça sur le bateau et de toute façon très peu de gens ont vécu des vents aussi violents. La chance c'est que le bateau était excellent, donc on a tout affalé. On a passé 24 heures à l'intérieur du bateau en attendant que ça se passe. Avant d'affaler les voiles, on avait essayé de continuer à marcher dans le mauvais temps et on s'était ramassé 2 ou 3 déferlantes qui avaient défoncé notre panneau de descente. Donc on avait rempli le bateau d'eau, c'est pour ça qu'on a failli vraiment avoir des problèmes. On avait de l'eau jusqu'au jour dans le bateau et c'est un bateau en aluminium. Donc si on le remplit trop, il coule. Et donc là, ça a été très tendu. Enfin, on a quand même réussi à tout vider, etc. On a fermé l'entrée du bateau et on a attendu 24 heures que ça se passe. Et au bout de 24 heures, on est reparti. Le problème qu'on a eu à ce moment-là, entre autres, c'est qu'on a quand même mouillé tout l'intérieur du bateau, en particulier notre poste de radio qui nous permettait de communiquer. Et donc il y a eu une énorme inquiétude à terre parce qu'on a eu pratiquement 3 semaines à tout assécher, etc. Et à de nouveau contacter la terre. Et c'est vrai que quand on a rappelé... à cette époque-là, il n'y avait pas de balise, il n'y avait pas de balise Argos pour situer les bateaux. On était censé donner une position pratiquement toutes les 24 heures ou toutes les 48 heures par radio. Donc quand pendant 3 semaines il n'y a plus du tout de signal, on peut s'imaginer que le bateau a coulé ou on peut s'imaginer n'importe quoi pour finir. Quand on a réussi à assécher le poste, le réparer, etc., et on a réussi à reparler, ça a été un choc pour les gens, parce que les gens pensaient vraiment qu'on était perdus. On réapparaît, on arrive à Auckland, un peu fatigué. Le bateau complètement trempé. Là, j'ai l'aide de quelqu'un de formidable qui était le Néo-Zélandais, qui nous prête sa maison à Auckland parce que nous, on était partis sur ce tour du monde en pensant que de toute façon, le bateau nous servait de maison, un peu ce qu'on faisait sur Penduxis. On vivait dans le bateau. Là, par contre, le bateau était complètement trempé et il fallait vraiment tout vider, etc. Donc, on habitait chez Peter, qui nous a prêté sa maison. Et là, on s'est reconstruit complètement. Mais on est arrivé à Auckland avec pratiquement 100 heures de retard sur les premiers. Et à cette époque-là, le problème, c'est que la course autour du monde, le classement général final, se faisait par addition des temps, alors que maintenant, c'est par des points. Les premiers, tu marques 20 points, etc., etc. Maintenant, le classement, c'est au point. Donc là, c'était au temps. Donc il faut bien avoir un truc, c'est que quand tu as pris 100 heures de retard par rapport à la flotte, tu n'as aucune chance de gagner la course. Donc nous, ce qui nous restait à faire, c'était sauver les meubles. Et c'était finalement essayer de gagner les 2 étapes qui restaient. Enfin, au moins, l'étape suivante, qui était la plus belle, celle du Cap Horn, la plus longue également. Enfin, moi, j'étais plutôt très remonté et je m'étais dit de toute façon que maintenant, il fallait à tout prix faire un bon résultat. En plus, une fois qu'on avait changé de gouvernail, le bateau, du coup, il avait retrouvé ses qualités premières et il marchait très très bien, tout droit, etc. Quand on est à Auckland, on prend le départ, donc on est effectivement à ce moment-là, au classement, on est dernier. Que le peloton, il y avait 16 bateaux à l'époque. 16 ou 17 bateaux, je ne sais plus exactement. 17, je crois. On a fait des journées fantastiques dans l'océan Indien pour essayer de rattraper tout le monde. Et on s'est dit, bon voilà, le bateau est génial. Il est sain, tu peux porter de la toile avec beaucoup de vent sans avoir trop de soucis. Le bateau était assez bas sur l'eau, il était très peu protégé, mais enfin bon, c'était un bateau extraordinaire quand même. Le bateau faisait 60 pieds, c'est-à-dire 18 mètres. Enfin, c'est à la fois grand, mais maintenant c'est pas non plus très très grand. Il était extrêmement léger. Moi, en plus, on avait énormément allégé, on avait changé le plan de pont, on avait fait beaucoup de choses sur le bateau. Donc en fait, c'était une vraie machine de guerre. La preuve en était que la première étape, qui n'était pas une étape pour nous, on avait quand même fini 3e. On avait plusieurs adversaires, donc un bateau hollandais qui s'appelait Flyer, et surtout d'autres Français qui étaient nos ennemis de cœur, des Marseillais, des sudistes, qu'on les appelait avec un peu de dérision, parce que nous, on était les Bretons. Et c'était l'équipage d'Alain Gabet sur 33 Export. 33 Export avait gagné l'étape précédente, avec une équipe de jeunes très redoutable, qu'on aimait beaucoup, même si c'était nos ennemis sur la mer. Et on est parti vraiment pour arriver avant eux à Rio de Janeiro et les battre. On a été vraiment très très vite. Jusqu'au Cap Horn, on n'avait quand même pas beaucoup d'avance. Comme il n'y avait pas de positionnement des bateaux, on avait convenu les uns les autres de se donner nos positions tous les soirs à 18h TU. Donc tous les soirs, il y avait une communication radio
entre les équipages qui donnaient leur position. C'était assez bizarre parce que 33 Export était toujours situé à une centaine de milles derrière nous, quoi qu'il arrive. On n'arrivait pas à savoir exactement où est-ce qu'il en était par rapport à nous. C'est notre concurrent le plus dangereux. Entre Auckland et Rio de Janeiro, on passe le Cap Horn. Il y a une sorte de resserrement. Tout le monde passe à peu près au même endroit. Tout le monde essaye de passer au plus près de la côte pour que la route soit la plus courte. Une journée avant de passer le Cap Horn, on croyait avoir beaucoup d'avance. Et à ce moment-là, au petit matin, on voit derrière nous une voile. Là, il n'y a pas de passage du tout. Donc on était très étonnés parce qu'il n'y avait pas de bateau qui, a priori, devait être très proche de nous. Déjà, il y avait pas mal de vent, donc on était déjà à bloc. On marchait sous spinnaker avec, il devait y avoir 30-35 nœuds de vent, donc c'était très fort. Enfin, bon, le bateau était stable, ça allait. On passe un appel VHF au bateau qui était derrière nous. Et là, c'est Alain Gabet donc, qui nous répond. Et je me dis, c'est pas possible, c'est eux qui sont derrière nous, alors qu'on pensait qu'ils étaient à 150 000 derrière. Et en fait, il l'avait entendu, c'était pas du tout lui, il avait entendu notre communication radio, il avait répondu. Il était beaucoup plus en arrière. Le bateau derrière nous, c'était un bateau anglais, c'était King's Legend. Un Swan 65, il est beaucoup plus gros, donc de toute façon, ils ont été largement devant lui en temps qu'on pensait. Et du coup, on a accéléré à bloc, on a gardé notre spinnaker dans le coup de vent. En fait, lorsqu'on passe le Cap Horn, le passage de Drake, qui est le passage entre les îles Shetland du Sud, donc le continent antarctique, et puis le Cap Horn, en fait, c'est le prolongement de la chaîne de montagnes de la cordillère des Andes. Et en fait, les fonds remontent. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'océan Pacifique, il y a à peu près 3000 ou 4000 mètres de fond. Et là, il y a une marche où il y a 150 à 200 mètres de fond. Donc cette marche fait que la mer devient énorme et très dure. Et là, on est parti en survitesse. On a rattrapé la vague qui était devant. Le bateau s'est planté, l'avant du bateau est rentré dans la mer. Et avec la force du vent dans le spinnaker, il s'est retourné. Dans le langage marin, c'est sans cire, c'est-à-dire que le bateau a planté le nez et s'est retourné par l'avant. Et donc moi, à ce moment-là, j'étais à la table à cartes en train de me dire bon, il est temps qu'on passe ce fameux cap. C'était juste à passer le Cap Horn. On était à peu près à 50, même pas. On voyait la terre, donc on était à une quinzaine de milles de la côte. Donc pas loin, ça fait moins de 30 km. Donc là, comme la pointe du Cap Horn est très élevée, donc on voyait bien le cap. C'était en fin d'après-midi. Il y a eu un espèce de coup de frein énorme, puisque le bateau est passé de 20 nœuds à rien. Je me souviens, j'étais bloqué contre la table à cartes. Je ne peux plus bouger, le bateau s'est élevé complètement. J'ai basculé en avant. Bon, évidemment, l'eau est rentrée dedans. Il y avait un barreur, un équipé sur le pont, et les autres étaient à l'intérieur. On est sorti comme on pouvait en marchant sur le côté du bateau qui était complètement couché sur l'eau. On a récupéré le barreur qui était heureusement amarré, qui arrivait à peine à respirer parce qu'il était à moitié sous l'eau. Et le bateau s'est redressé. Je pensais réellement qu'on avait perdu nos deux mâts et plus rien sur le pont. Et en fait, pas du tout. On avait simplement un petit avarie sur le mât. La compression du tangon a fait que le mât a pris un petit choc. Enfin, le bateau était en entier. Il a fallu qu'on remette tout en ordre, qu'on récupère notre spinnaker qui était à l'eau. Enfin, ça a pris un peu de temps. Mais pour finir, au bout d'une heure et demie ou 2 heures, on est reparti. Je me souviens d'ailleurs, on a fait une photo parce que du coup, avec tout ça, on a passé le Cap Horn. Donc on était très heureux. On passait le Cap Horn, on était en tête de la course. Et en fait, on n'avait pas aucun bateau autour de nous. Donc je sais pas, on avait dû vraiment larguer complètement le bateau qui était derrière, là, pendant les quelques heures où on avait navigué à bloc. Et là, on est reparti. On a fait la route la plus courte. On est passé à l'intérieur de l'île des États pour aller le plus vite possible à Rio de Janeiro. Quelques jours après avoir passé le Cap Horn et avoir remis le bateau en état, etc., on devait marcher à 12, 13, 14, 15 nœuds. On était sous spinnaker le soir. Et tout d'un coup, un choc énorme. Vraiment, c'est comme si on était rentré, on avait heurté un rocher de plein fouet. On a percuté une baleine. Exactement la même impression parce qu'une baleine, c'est dense. Le barreur ne l'avait pas vue parce qu'elle devait être à fleur d'eau. Et comme c'était le soir, il y avait le soleil couchant qui était à l'ouest. Et en fait, on faisait une route un peu vers l'ouest. On était en train de tirer une sorte de bord portant vers la côte sud-américaine. Donc il n'a rien vu du tout. Et à ce moment-là, on était à l'intérieur du bateau en train de, justement, il était 18h le soir, donc on donne nos positions, etc., etc. Et là, je me suis tourné vers le navigateur et Loïc, je lui ai dit, mais on est où là? Parce que j'étais persuadé qu'on était perdu et qu'on était rentré dans enfin, c'était inconcevable qu'on trouve un caillou, un rocher à cet endroit-là. Et en fait, quand on est regardé en arrière, on a vu la queue de la baleine qui était en train de sonder là. Et malheureusement, je pense que la baleine, on l'a bien esquintée.
Il y a un peu de sang partout. Très triste. Et alors surtout le problème c'est qu'à ce moment-là, le choc a été énorme, pire que on avait chaviré. Comme déjà on avait fragilisé un peu notre mât pour le chavirage, on était très inquiets. Et pour finir, on n'avait rien sur le gréement, on a continué sous spinnaker, on a continué notre route, on a inspecté tous les fonds. Et il faut bien voir un truc, c'est que on avait déchiré pas mal de voiles, etc. Donc en fait, il a fallu qu'on retire des amas de voiles. Toutes les voiles déchirées, on les mettait en arrière en fait, on changeait les poids dans le bateau. Donc on reculait les voiles, on les avançait selon la façon dont on naviguait. Et là, donc il a fallu qu'on ressorte toutes les voiles déchirées, qu'on ait au fond, etc. Et là, on s'est aperçu que la coque avait été enfoncée. Donc on avait tordu ce qu'on appelle des varangues. Le choc avait été énorme. En fait, on avait tapé avec la quille. On marche à 15 nœuds, c'est comme si on rentrait dans un mur, quoi, de toute façon. La tôle avait été un peu enfoncée. Enfin, moi, ce que je voulais surtout pas qu'il y ait de voie d'eau, parce que là, ça aurait été vraiment très ennuyeux. Donc, on a vérifié s'il n'y avait pas de voie d'eau, etc. Et en retirant toutes les voiles déchirées, etc., on a trouvé 10 bouteilles de vin rouge. Je suis toujours parti du principe que pour soutenir le moral d'une équipe, il faut bien manger. Et on avait donc calculé qu'on pouvait avoir chacun un verre de vin rouge par 24 heures, ce qui n'est pas beaucoup, mais pour les Bretons, c'est très bien. Le problème, c'est que depuis le Cap-Horn, on était en train d'accuser le docteur, notre médecin, qui était chargé de faire l'avitaillement du bateau. On lui dit, mais enfin, comment t'as fait? Comment ça se fait que t'as pas bien calculé ton avitaillement à Auckland? Et en fait, il y avait des bouteilles qui étaient cachées dans les fonds qu'on a retrouvées. C'est vrai que c'est important. Après, j'ai toujours fait attention dans mes courses de bateau de pouvoir. C'est très dur, la navigation. Il y en a froid, on a du stress, etc. Et le fait de bien manger, d'avoir un peu d'appétence, c'est très important. On retrouve la même chose en montagne d'ailleurs, si on peut arriver à avoir des bons moments récupérateurs, je dirais, c'est important pour le moral. Contrairement au solitaire, où le vrai problème solitaire, c'est d'arriver à gérer soi-même et gérer le sommeil, etc., et dormir quand il faut, et assez, et voilà. En équipage, on n'a pas ce problème-là. Parce qu'en fait, on fait des quarts. Là, on avait... Moi, j'étais hors quart, c'est-à-dire qu'en fait, je m'occupais de toutes les manœuvres. Dès qu'il y avait une manœuvre à faire, il y en avait beaucoup. Je venais sur le pont me rendre compte de la façon dont ça se passait, décider qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Donc j'étais présent. Donc en fait, quelquefois c'est compliqué parce que du coup, j'étais souvent réveillé très souvent. Donc j'avais vraiment un système complètement aléatoire. Par contre, les autres, c'est différent. Ils faisaient des quarts donc on était 9, ils étaient 3 sur le pont. Donc 3 et 3, 6, c'est ça. Et il y avait une personne qui tournait. Donc en fait, normalement, tout le monde dormait correctement. Sur les étapes du Sud, on avait notre cadreur, cinéaste, faisait aussi la cuisine. On l'aidait de toute façon. Donc en fait, on faisait des 4 heures. Ce qui à 3 n'est pas très très long. En fait, c'est plus un problème d'arriver à se rendormir correctement, de ne pas avoir trop froid. Enfin, c'était un bateau qui était quand même très humide, donc assez bas sur l'eau. Donc dès qu'on allait vite, l'eau était par-dessus le pont, on marchait dans l'eau. À l'intérieur, on avait prévu un chauffage à air pulsé, donc on arrivait à faire sécher les cirés, ce qui était quand même pas mal lorsqu'on n'était pas sur le pont. On avait fait un aménagement avec des couchettes confortables, qui étaient, comme ça c'est maintenant d'ailleurs, sur cardan. En fait, on peut les orienter. Quand le bateau gîtait, ça nous permettait de dormir vraiment tout le temps à l'horizontale, ce qui était quand même très bien. On avait de bons sacs de couchage, donc on était bien équipés de toute façon. C'est les conditions rudes, mais enfin rien à voir aussi. Moi, mon arrière-grand-père a été capornier, était capitaine de long cours, et à cette époque-là, j'avais récupéré l'équipement de mon arrière-grand-père dans une malle chez moi à Port-Salle. Quand on voyait les équipements avec lesquels il naviguait à cette époque-là, nous, on était privilégiés, même si encore dans ces années-là, on naviguait encore, enfin, on n'avait pas encore les vêtements qu'on a maintenant. C'était les premières années où on avait des équipements qui étaient vraiment adaptés. Donc les cirés, la partie extérieure était vraiment très très bien. Et on avait ce qu'on appelle des pankas, c'était des espèces de vêtements fourrés, un haut et un bas, qui permettaient d'avoir chaud. C'est ce qu'on trouve maintenant dans toutes les fourrures polaires, les choses comme ça. Mais là, c'était vraiment novateur à l'époque. Ouais, à l'époque, tout le monde était équipé comme ça. Ça mettait un peu de temps à sécher, c'est un peu le problème. Mais c'était même humide, c'était chaud. C'était beaucoup mieux que les pulls en laine qu'on avait quelques années avant, ou les jeans, parce qu'il y a eu un moment, la première année où j'ai navigué sur Pendwick avec la Barley, donc 4 ans avant, on naviguait encore avec jeans et pull marin en laine, quoi. Donc ça c'était bien, mais alors ça ne séchait jamais. Donc là on était tout le temps mouillé. Malgré tout, les premiers textiles techniques qu'on a expérimentés dans ces courses-là étaient quand même bien meilleurs. C'est toujours pareil, je crois que
Si maintenant on naviguait dans les conditions de 77-78, je pense qu'on aurait beaucoup de mal. On n'a plus l'habitude. À cette époque-là, on était plus confortable avec ce qu'on avait. Il y a à peu près 2000 milles, grosso modo, donc ça a dû durer, on a dû naviguer une semaine facilement. Ouais. Pas forcément très facile parce que on se retrouve avec des vents qui sont très irréguliers dans les côtes américaines, à la côte sud-américaine. En fait, ça s'est bien passé, on a réussi à contrôler nos concurrents et on n'avait pas une si grosse avance que ça. On a été obligé de tirer quelques bonnes options, on a eu pas mal de chance en termes de navigation sur la fin, parce que c'est compliqué d'arriver à Rio, les vents sont relativement faibles. À cette époque, on n'avait pas vraiment des prévisions météo comme on a maintenant. Donc il fallait vraiment avoir beaucoup d'intuition sur ce qui allait se passer, etc. Donc pour finir, on a pris l'option de tirer des bords au large. Alors c'est pas forcément évident comme ça sur le papier, ça rallonge un peu la route. Pour finir, c'est ce qu'il fallait faire. Donc on a pris de l'avance comme ça. Et on a passé, la ligne était à Copacabana, selon la plage, là. Donc on a passé la ligne je pense à 4h du matin, il faisait nuit encore. Et là on savait qu'on avait gagné de toute façon, puisqu'on avait calculé les temps. Et de Copacabana, on fait le tour du pain de sucre. On arrive au yacht club. Au yacht club, on arrive au petit jour et on arrive à la voile parce qu'on n'avait pas de moteur sur le bateau. Le bateau était sans moteur, donc on s'est tout à la voile. Là, on arrive. À 5h du matin, il n'y avait pas trop de monde, sauf que sur le ponton du yacht club, il y avait Tamarly et son équipe qui nous attendaient pour nous féliciter. C'était génial. C'était vraiment une histoire extraordinaire. Pour moi, le fait de gagner l'étape du Cap Horn, bon, on avait rempli notre engagement par rapport à notre partenaire, notre sponsor. C'est vrai il y a eu beaucoup de communication par rapport à ça. Et c'est vrai que la dernière étape n'était pas une étape facile pour nous, parce que c'était une étape, il y avait justement beaucoup moins de lourds portantes qui favorisaient le bateau. C'était plus une étape où on allait contre le vent, un peu plus compliqué. Je prends toujours le départ d'une course pour la gagner d'un tout encore, mais enfin, n'empêche, on pensait ça allait beaucoup plus compliqué. Donc de Rio de Janeiro jusqu'à Portsmouth. Le problème de cette étape, c'est que d'abord, on part le long des côtes brésiliennes et sud-américaines. Là, il n'y a jamais beaucoup de vent, c'est un peu compliqué. Là, on gère les vents du nord, donc déjà, c'est les vents contraires. Ensuite, il y a le passage du poteau noir au niveau de l'équateur. Et après, de toute façon, pour remonter jusqu'en Europe, jusqu'à la Manche, on se retrouve avec des vents. Les alizés sont nord-est, donc on les a dans le nez. Déjà, il faut commencer. Et puis après, il y a l'anticyclone des Açores à passer. Enfin, il y a des tas d'obstacles. Je crois qu'on a tiré de bonnes options. En plus, bon, j'avais vraiment un bon équipage. Très motivé, très bon barreur, bon régleur de voile, etc. Donc on faisait très, très, très bien marcher le bateau. À Rio de Janeiro, on avait reconstruit d'autres mâts, on avait refait une pièce sur le mât, donc on pouvait vraiment tirer dessus, on était beaucoup plus tranquille avec ça. On avait eu des voiles neuves, le bateau est parti de Rio dans de très très bonnes conditions. Puis bon, on a réussi à sauver les meubles dans toute la première partie, on est passé à l'équateur, on était plutôt bien placé, pas premier mais pas mal. Et après, on a fait une tactique vraiment très intéressante sur la remontée. Je m'étais dit qu'il fallait qu'on contourne l'anticyclone des Açores. Et pour contourner l'anticyclone des Açores, en fait, on a fait une navigation au baromètre. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait pas beaucoup de solutions parce qu'on n'avait pas de... C'est compliqué, même maintenant où on a des prévisions météo très bien faites, c'est compliqué de savoir comment un anticyclone se déplace. C'est pas forcément évident. Il peut se déplacer très vite. Donc, un anticyclone, quand tu tombes dedans, tu n'as plus de vent du tout. Donc, il faut surtout faire attention de ne pas tomber au milieu. Et je m'étais dit qu'il fallait le contourner. Et en fait, un anticyclone, c'est un marais barométrique. Donc, le baromètre monte. On a fait toute notre course de remontée entre l'équateur et puis finalement l'arrivée en Manche. On l'a fait avec le baromètre. C'est-à-dire qu'en fait, dès que le baromètre montait, on allait vers l'ouest. Et c'est comme ça, on a contourné l'anticyclone, alors qu'une grosse partie de la flotte s'est plantée dedans. On est ressorti de là avec de l'avance. Et après, on s'est chopé une dépression avec des vents d'ouest très forts. Donc là, pour nous, ça nous arrangeait bien. Donc on est parti à bloc et on a gagné à Portsmouth. Donc là, c'était une fantastique parce que d'abord, personne ne s'y attendait. Autant au départ d'Auckland, on était favoris. Les gens pensaient qu'on allait plutôt bien marcher, sauf accident. Là, quand même, c'était quand même pas les conditions pour le bateau. Et le fait de gagner à Portsmouth, c'était génial, quoi. Enfin, c'était 2 victoires de suite. Moi, ça a lancé la suite de ma carrière de navigateur, puisque on a essayé de faire 2 autres bateaux par la suite. Donc j'ai fait Gauloise 3, Gauloise 4. Et le fait qu'on a prouvé qu'on était bon bateau, quoi. Et donc on a continué.
on a quand même lancé à cette période le professionnalisme en bateau. C'est-à-dire qu'en fait, avant cette course, en fait, on était logé, nourri, blanchi, mais on n'est pas de salaire. Je me souviens très bien, la dernière nuit, enfin, la dernière 24 heures à bord, on avait beaucoup de mauvais temps pour arriver dans la Manche. Enfin, c'est vrai qu'on était habitué au mauvais temps, on avait quand même fait l'océan Indien, le Pacifique, etc. Donc pour nous, finalement, 35-40 nœuds de vent dans la Manche, c'était pas forcément très inquiétant. En plus, on était en tête, donc la dernière nuit, on savait qu'on avait beaucoup d'avance, donc on n'a pas été à bloc, on était relativement tranquille. Et je me souviens des discussions qu'on a eues pendant le dernier dîner qu'on a pris ensemble. On est arrivé le soir, je crois. La dernière nuit, on a parlé entre nous. Et c'est vrai que chacun allait reprendre son boulot. C'est-à-dire que sur le bateau, il y avait un médecin, un étudiant en médecine qui était en 4e ou 5e année, qui lui, de toute façon, on disait, ben voilà, maintenant je vais finir mes études et je vais devenir médecin. Ce qu'il a fait d'ailleurs, il est devenu médecin. Ensuite, on avait un dentiste belge, aussi en fin d'études, et qui est devenu dentiste. Après, moi, je savais pas trop ce que j'allais faire. Je pensais que j'allais faire du photojournalisme parce que j'écrivais plutôt bien et j'avais beaucoup travaillé comme photographe. Je travaillais pour Gamma. Donc, j'étais plutôt parti là-dessus. Pollux, qui s'occupait des voiles sur le bateau, qui se disait, ben ouais, je vais devenir voilier. Enfin, on avait tous... En fait, ce tour du monde, c'était un peu notre aventure de jeunesse qu'on avait réussi à mener à bien. Et après, on allait passer à autre chose. Mais le bateau, en fait, en soi, ça allait devenir uniquement ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire un vrai loisir ou un sport qu'on allait peut-être pratiquer ou pas. Finalement, tout a changé puisque quand il est arrivé, les gens de la secta m'ont proposé de faire un autre bateau et je leur ai dit à ce moment-là, moi je veux bien, mais à ce moment-là, il faut que j'ai un salaire, que je gagne ma vie correctement, etc. Et en fait, le professionnalisme des marins, enfin le mien du moins, est né à ce moment-là. Je crois qu'il y avait seulement 3 chaînes de télévision, la 1, la 2, la 3, si bien que tous les jours, on parlait de la course. C'était énorme. Ça a été le début d'une longue histoire de navigation et de professionnalisme en bateau. Donc le lancement en 78 par Michel Etévenon de cette première route du Rhum, qui est devenue ce qu'elle est devenue maintenant, qui est comme un succès planétaire, a lancé aussi toute une génération de marins. Moi, je n'ai pas couru cette année-là parce que 78, j'avais pas de bateau, puisque j'avais rendu mon fameux Penduc 3, j'avais repeint en noir. On l'avait peint en bleu, gauloise, ensuite on l'avait repeint en noir pour l'André Éric. Donc j'avais plus mon bateau, j'en avais donc un en construction qui était Gauloise 3, un autre en gestation qui était le 4, mais enfin j'avais pas de bateau, donc du coup j'ai pas couru. Ça a été aussi une course fantastique. On est arrivé quand même à Portsmouth, on a fêté la victoire, sans savoir ce qui s'était passé en France. Et c'est en appelant mes parents pour leur dire que j'avais gagné la dernière étape de la course du monde et que tout allait bien, que je me suis aperçu, ils m'ont dit, mais attends, tu sais pas ce qui s'est passé, ici c'est un drame total, parce qu'ils étaient à Port-Salle et tout le village, tout le port avait été englouti par le mazout. Et on s'en était pas aperçu du tout. Et ça, moi, ça m'a un peu refroidi parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand on est rentré, donc on est rentré avec le bateau de course, après 3 ou 4 jours de célébration à Portsmouth, on a ramené le bateau à la Trinité-sur-Mer avec une partie de notre équipage, on était 5 à bord, je me souviens, et là, c'était un drame total parce que la Manche était envahie par le mazout, donc on ne savait même pas comment arriver à contourner les nappes de mazout. Donc on a mis le bateau à la Trinité, et là je suis rentré, j'ai pris un bus pour aller chez moi, et pour moi c'était un désastre total, ça m'a caché un peu j'ai retrouvé toutes mes plages d'enfance, tout mon pays qui était complètement mazouté. Mais on ne peut même pas imaginer ce que c'est maintenant. Il y en a de moins en moins, mais il y en a quand même encore. Mais toutes les catastrophes écologiques qu'il y a eu par des gazages, ça n'a rien à voir avec ce qui s'était passé là. Quand je suis arrivé à Port-Salle, ma plage, le port était envahi, il y avait 1 mètre de goudron, de mazout sur la plage. On se demandait ce qui allait arriver. Enfin, les gens étaient complètement catastrophés. Quand je retourne maintenant chez moi, on a encore des traces de ce qui s'est passé il y a 30 ans, mais ça a vraiment gâché notre retour. Parce que, enfin, moi, la célébration de la victoire et tout ça, elle est passée un peu après ma partie familiale et la partie de mon pays. On ne savait pas réellement ce qui s'était passé à ce moment-là. On a su par la suite, problèmes d'assurance, de discussion, qui ont fait que le bateau, l'homme Cocadis, avait cassé son gouvernail dans la grosse tempête, dans laquelle on était d'ailleurs, puisqu'on a dû passer le Ouessant à peu près à l'époque, au moment où c'était arrivé. Et en fait, on aurait pu, si les discussions au niveau assurance, etc., avaient été plus rapides, un remorqueur de haute mer aurait pu récupérer le bateau et l'empêcher de se fracasser sur les rochers. Donc c'était vraiment un truc de folie, quoi.
Je me sens vraiment bien qu'en mer. J'ai passé beaucoup de temps en montagne, etc. Mais je ne peux pas me passer complètement de la mer. Et donc je serais content maintenant de pas mal naviguer parce que du coup je me retrouve dans le milieu qui est le mien, où je suis très à l'aise. Je n'ai pas d'inquiétude, je suis bien. Alors qu'en montagne, je ne suis jamais bien. C'est la vraie différence d'ailleurs par rapport à un alpiniste qui est né en montagne. C'est qu'en fait, il fait des choses sans être vraiment inquiet, alors que moi, je suis toujours très inquiet. Alors qu'en mer, je suis rarement inquiet. Enfin, je sens que ça fait partie de ma vie. Même, je sais très bien que le temps peut changer, qu'on ne sait jamais comment ça peut se finir au niveau météo, qu'une dépression peut tout d'un coup devenir un cyclone, etc., etc. Mais il n'y a pas une mer, c'est tellement différent. Il y a des tas de couleurs, il y a des tas de choses, des tas de changements, des tas d'atmosphères. J'ai pas de préférence entre. Je suis toujours bien entre le moment calme où il n'y a pas une ride sur l'eau, ou le moment où il y a plus de mer, où c'est plus agité. Là, je vais retourner au Cap Horn, retourner dans ces endroits où je suis passé il y a quelques années, là, en course. Là, je repars à la voile, avec un bateau à voile, mais ça va être différent parce que, en fait, la course, quand même, t'as une espèce de stress permanent parce que tu pousses le bateau à fond. Là, je le sens d'une façon un peu différente parce qu'en croisière, c'est pas la même chose. On peut prendre son temps, alors qu'en course, on prend jamais son temps. À ce moment-là, j'étais tellement omnibulé par la course que je regardais rien. Et d'ailleurs, c'est trop étrange parce que je m'occupais uniquement du réglage des voiles, de regarder l'horizon pour savoir d'où venait le vent et comment ça allait se passer. J'étais absolument pas dans l'observation des choses. J'étais tellement monomaniaque sur la performance et sur le bateau que... Et d'ailleurs, c'est drôle parce que quand j'ai arrêté la course, je me suis dit que de toute façon, si je faisais de la montagne, je ferais différemment. D'abord, je m'intéresserais un peu plus aux gens parce que, à part mon équipage, je m'intéressais à personne d'autre. Dès qu'on arrivait dans un port, genre à Cape Town ou à Auckland, n'importe où d'ailleurs, je m'occupais que du bateau. C'est-à-dire que j'ai dû faire dans ma partie maritime coureur, j'ai dû passer dans je ne sais pas combien d'endroits au monde que je n'ai jamais visité. J'ai à Rio de Janeiro, je ne suis jamais sorti du bateau. À Cape Town, je connaissais que les quais. Auckland, pareil. Je n'ai pas pris une journée pour visiter quoi que ce soit. J'étais omnibulé par mon bateau, comment faire pour l'améliorer, etc., etc. Et en mer, c'était la même chose. Mes observations étaient uniquement faites pour que ça marche mieux sur le bateau. C'est fou quand même. Et c'est drôle parce que maintenant, j'en ai beaucoup plus quand je navigue. Là, je fais beaucoup de missions sur un bateau où il n'y a pas de stress, justement, parce que c'est un bateau solaire, où il n'y a pas de voile, on n'est jamais inquiet. Où là, vraiment, je regarde les choses, je regarde autour de moi, j'observe les oiseaux. En fait, ce premier tour du monde est entré dans une baleine, mais bon, ça m'a carrément fait chier. J'ai dit, putain, qu'est-ce qu'elle foutait là, cette conne de baleine, quoi. Je ne suis pas du tout intéressé, même qu'elle était coupée en deux, c'était même pas mon problème, quoi. Le seul truc, c'est que mon bateau avait été tordu. Je me demandais si j'avais pas été obligé d'arrêter la course. Enfin, voilà, c'est un peu ridicule, mais c'est comme ça. Après avoir vécu une vie de marin, des traversées en solitaire ou des championnats du monde, Éric Loiseau explore la verticalité des montagnes et devient alpiniste. Un livre sur son ascension de l'Everest est à paraître à l'automne 2019 chez Gallimard. Au cours de la saison 1, vous aviez découvert une autre histoire d'embarcation sur un chalutier cette fois-là, le musicien Molécule attendant le grondement de la tempête pour l'enregistrer. Les Baladeurs, une série audio Léo Zers signée Camille Juzo, avec la musique de Alison Brassac et un mixage de Laurie Galligani. Et nous vous retrouvons dans 15 jours, au beau milieu d'un alpage français.